De la lumière au bout du tunnel. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Nous avons donc vu dans les 3 précédentes séances de ce programme que depuis l'année 1919 jusqu'en 1923, les nuages s'accumulent sur le Padre Pio. En plus de toutes les souffrances qu'il a, en plus des stigmates, il voit qu'il est en butte aux jalousies de membres du clergé proche, les chanoines, la plupart des chanoines, pas tous, de San Giovanni Rotondo, l'évêque de Manfredonia, et ça c'est le plus grave bien entendu, parce que l'évêque du lieu a beaucoup de pouvoir vis-à-vis d'un Padre Pio. On a vu que le père Raffaele da Sant'Elia Pianisi a été envoyé un petit peu en renfort pour regarder ce qui se passait à San Giovanni Rotondo, et il a été tellement séduit, il a tellement aimé l'endroit, il a tellement aimé le voisinage du Padre Pio qu'il a décidé d'y rester. Et donc après la Semaine Sainte, après le Triduum pascal, eh bien il est resté. D'ailleurs il deviendra en 1928, 5 ans plus tard, il deviendra supérieur du couvent et sera toute sa vie un des amis les plus sûrs de Padre Pio et également son dernier confesseur. Qu'est-ce qui s'est passé en mai 1923? Le Saint-Office a ajouté à sa déclaration, en juillet, il a ajouté à sa déclaration du 31 mai la chose suivante: ayant maintenant réuni d'autres informations, de sources nombreuses et sûres, la même suprême et sacrée congrégation estime de son devoir d'exhorter à nouveau les fidèles, avec des paroles encore plus graves, de s'abstenir de tout rapport, même épistolaire, avec le Père susdit, même par dévotion envers lui. Voilà. Donc, déclaration répétée, de plus en plus sévère du Saint-Office, réserve, même de l'autorité des Capucins, puisqu'il y a de haut en bas de l'ordre, depuis le ministre général de l'ordre des Capucins jusqu'en bas, l'instruction de ne rien dire, de faire le silence total sur le Padre Pio. Et voilà que je vous ai raconté le bulletin diocésain de Padoue, au nord de l'Italie, à côté de Venise, et qui demande de se méfier des séductions et hallucinations du Padre Pio. Bon. Mais pendant ce temps-là, le Padre Pio pensait, et ça depuis un certain temps déjà, à monter un hôpital, parce que sa santé avait toujours été mauvaise, fragile, etc. Et il avait grande pitié pour les personnes qui étaient touchées par des choses semblables. Et donc, il a l'idée de créer un hôpital. C'est une chose assez amusante d'ailleurs à ce moment-là. Il y avait eu le premier photographe, un pauvre homme, qui vendait des petites photographies du Padre Pio, et il parcourait les endroits de San Giovanni Rotondo où il y avait des pèlerins là, et une photo du Padre Pio. Bon. Et sur l'esplanade, ce jour-là, il y avait une voix qui dominait toutes les autres, et elle répétait Padre Pio pour dessous, Padre Pio pour dessous. C'était un cri qui distrayait Padre Pio et qui le faisait rire. Pourquoi? Un jour, ce jour-là, le Padre Pio s'est mis à la fenêtre du chœur pour voir qui criait, et c'était ce pauvre homme dont je vous ai parlé. En le voyant, le Padre Pio, concluait le Padre Pio, je me dis, qui sait quel grand personnage le père gardien pense avoir en Padre Pio, tandis que voilà, Padre Pio vous ne vaut que 2 sous. Et donc il prenait les choses avec humour, mais vous voyez, en plein moment de persécution. Il se trouve que aujourd'hui, c'est un très grand hôpital, très très grand, immense même. Il est devenu le meilleur hôpital, je ne sais pas, je vous l'ai dit, je ne sais pas encore si c'est le cas aujourd'hui, mais je sais qu'il y a quelques années, c'était encore le meilleur hôpital de tout le sud de l'Italie.
très moderne et tout. Mais ce projet date de cette époque-là. Et on avait finalement voulu commencer une chose relativement modeste, parce qu'il y avait la variole, la tuberculose, la septicémie dans les environs. Les environs étaient pauvres, et ce n'est que dans les cas d'extrême urgence que les gens se déplaçaient, faisaient 40 km pour aller à l'hôpital de Foggia. Le padre Pio a sollicité d'abord en octobre 21 son compatriote, donc quelqu'un de la région, Don Giuseppe Orlando, qui avait quelque fortune. C'était un prêtre, Don Orlando. Et c'est lui qui a fourni, semble-t-il, la somme nécessaire au lancement du projet. Évidemment, il y avait d'autres. Il y avait le maire, oui, celui qui a été maire ensuite, son père spirituel, parce qu'après l'affaire que je vous ai racontée, 4-5 ans après, il y a eu un autre maire, et le maire, ça a été le fils spirituel du Padre Pio. Son premier médecin traitant, le docteur Maire, là aussi. Enfin, ça demandait quand même des gros fonds. Et il fallait acquérir des locaux. Finalement, la générosité des personnes a pu permettre d'acheter un couvent de Clarisse. Et c'est là qu'on a mis en place les premières choses, de petits dortoirs, de chambres individuelles, une salle de soins. Vous voyez, les choses se limitaient à 20 lits. Mais pour les pauvres, pour les plus pauvres, le soin était gratuit. Et ça répondait à la double inspiration de Padre Pio, soulager le plus possible la souffrance physique de tous, y compris les plus pauvres, par la médecine la plus moderne, mais aussi soulager la souffrance physique par l'offrande. L'offrande de soi, l'offrande de ses biens, l'offrande spirituelle. C'est ce que nous raconte toujours le livre fort intéressant de M. Yves Chiron. Donc voilà que tout le monde faisait des sacrifices, et même les médecins, infirmiers qui donnaient de leur temps, leur savoir-faire gratuitement, certains médecins, etc. Bon. Mais en 1938, un violent tremblement de terre fera s'effondrer l'étage supérieur du bâtiment, a détruit tout le matériel chirurgical, et le Padre Pio sera obligé de recommencer à zéro. Vous voyez comment parfois la Providence éprouve ses amis. Elle aurait pu très bien épargner cet hôpital. Et non, là, il a fallu tout recommencer. Ça a permis peut-être de faire quelque chose de plus moderne encore, etc. Bon, d'accord, mais enfin. Donc, le Padre Pio continue à convertir par la messe, par la confession, par la communion, qu'il distribue régulièrement, même en dehors des messes, pendant la journée. Ensuite, il prie, bien entendu, et il se donne. Il se donne parce qu'il faut écouter. Il faut, à la mesure du possible, être attentif à toutes ces personnes. Donner une parole de réconfort. Soulager par une prédiction. Ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas. Bon. Et une guérison également. Mais il ne lui est plus permis d'écrire à ses directeurs spirituels, et il n'a plus que ses confrères du couvent, auxquels quand même il a le droit de parler, puisqu'il y a une demi-heure par jour de distraction, donc on peut s'entretenir avec les confrères. Mais voilà qu'en 1925, il a une hernie à l'aine, à tel point qu'il en a parfois la nausée. Et là, il sollicite le docteur Festa. Il lui demande de venir au couvent, on arrange, il vient avec sa trousse chirurgicale, on aménage une salle comme salle d'opération. Vous voyez, c'est assez rudimentaire. Et on l'opère parce que le docteur Festa avait dit que la hernie avait occasionné une péritonite adhésive, c'est-à-dire un trou dans l'abdomen, et ça c'est gravissime. Bon, donc on va l'opérer, et il dit la messe, et puis en plus il confesse, et ensuite on prépare la salle et il se fait opérer.
figurez-vous que le Padre Pio, je crois que je vous l'ai dit déjà, n'a pas voulu être endormi, parce qu'il y avait un ordre du Saint-Office, c'est-à-dire le Vatican, selon lesquels il n'avait le droit de montrer ses stigmates à personne. Et son ami, le docteur Fest, il lui avait dit, mais pourquoi ne vous faites pas endormir? Et le Padre Pio a répondu, est-ce que tu aurais le courage de ne pas regarder mes plaies? Le docteur Fest a dit, bon, voilà. Alors le Padre Pio a dit, oui, tu vois, c'est comme ça. Donc il a seulement accepté quelques gorgées de bénédictine pour se donner courage. L'opération a duré 2 heures. Le Padre Pio priait et gémissait. Il s'évanouit plusieurs fois pendant l'opération. Quand on a procédé à la résection, c'est-à-dire on coupe le sac hernière et l'ablation des adhérences, il a murmuré, tandis que les larmes lui coulaient sur les joues, « Jésus, pardonne-moi si je ne souffre pas comme je le voudrais. » Vous voyez quel exemple pour nous quand nous y serons à des choses pareilles. Ramené dans sa cellule, il tombe en syncope, c'est-à-dire qu'il s'évanouit encore. Et là, le docteur Fest, ce n'est plus le Padre Pio qui est responsable, il est allé au-delà, il a été héroïque, il a pratiqué les vertus à un degré héroïque. Le docteur Fest en profite pour procéder à un nouvel examen des stigmates. Aucun changement n'était intervenu depuis son dernier examen en 1920. Il remarque seulement que la plaie du côté sur le thorax gauche n'est plus recouverte d'un escarre comme précédemment, ou d'une escarre, je crois qu'on dit une escarre comme précédemment. La lésion apparaissait fraîche, rouge, en forme de croix, avec de courtes radiations lumineuses qui s'échappaient de ses contours. Et c'est une chose qui sera constatée plusieurs fois par la suite. Les plaies du Padre Pio, dans la pénombre par exemple, les mains, on voyait des effluves lumineux qui s'échappaient de ces plaies. C'est une chose supplémentaire. Mais les défenseurs du Padre Pio se mettent en chemin pour le défendre. Et là, d'abord, pour commencer, on a un programme de sa vie de prière, puisque, ça ne s'est pas su, mais une fois qu'il est mort, on l'a retrouvé, un petit billet qui était daté de cette époque, qui disait « Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Dévotion particulière quotidienne, pas moins de 4 heures de méditation, et celle-ci d'ordinaire sur la vie de notre Seigneur, naissance, passion et mort. Ensuite, neuvaine à la Madone de Pompéi, neuvaine à Saint-Joseph, à Saint-Michel-Archange, à Saint-Antoine, neuvaine au Père Saint-François, bien sûr, au Très-Sacré-Cœur de Jésus, à Sainte-Rita, à Sainte-Thérèse de Jésus, donc Thérèse la Grande, et chaque jour, pas moins de 5 rosaires entiers. Alors, vous voyez, qu'est-ce que c'est que le programme du Padre Pio? C'est le programme de prière d'un saint. Bien. Et là, avril 1925, il reçoit une lettre très confidentielle du commissaire de la province monastique de Foggia. Commissaire, chez les Capucins, c'est quelqu'un qui s'occupe des choses administratives. Bien. Et là, il dit qu'on l'enjoint de ne confesser de préférence que les hommes, de ne jamais s'attarder à l'église pour parler avec quiconque, même pour des motifs spirituels, sinon pour la messe et la confession. Et à la même époque, c'est là que se lèvent les défenseurs du Padre Pio. Et c'est trop, ça c'est trop fort. Il est calomnié par des personnes douteuses, et en plus de ça, il a des sanctions. Non, ça c'est trop fort. Et là, vous avez Emanuele Brunato, qui est le laïc, qui s'est établi à San Giovanni Rotondo, qui s'est converti, qui est devenu un fils spirituel. Bien. Mais dans l'ordre capucin même, il y a une réunion de Fossombrone, où, pour la première fois, même si ce fut de manière non officielle, des autorités de l'ordre décidèrent de prendre la défense de leurs confrères suspectés et injustement sanctionnés. Là, tous les évêques capucins d'Italie avaient été invités. À table, après le repas, la conversation vient sur Padre Pio, bien entendu. Et là, un évêque, Monseigneur Longin, évêque de Trévise, évoque devant ses confrères les propos de l'évêque de Manfredonia, tels qu'il les avait entendus à la réunion de la congrégation du consistoire,
lorsque l'évêque, le monseigneur Gallieri, avait dit qu'il avait surpris le Padre Pio en train de se mettre de l'acide nitrique sur les mains pour les creuser, et ensuite de l'eau de Cologne pour les parfumer. Bien. Alors il dit, cet évêque-là de Trévise, imaginez-vous que le Padre Pio a été surpris dans sa cellule en train de se mettre des parfums et des crèmes. De cela, vous pouvez conclure si cette affaire est peu sérieuse. Or, l'accusation, inconnue de la plupart des évêques capucins présents, a suscité leur indignation. On décida donc qu'il fallait défendre l'honneur du Padre Pio et laver définitivement de toutes ces accusations calomnieuses le bon capucin. Monseigneur Cucarollo, évêque de Bovino, dans la province de Foggia, dans la province administrative, fut chargé de mener une enquête discrète dans le diocèse voisin de Manfredonia sur les agissements de cet évêque si prompt à calomnier. Et dans l'ensemble des défenseurs de Padre Pio, ce furent les laïcs qui menèrent le combat sérieux, soutenu, encouragé et documenté parfois par des ecclésiastiques, mais évidemment qui étaient appelés à un devoir de plus grande réserve et qui ont la sanction possible de leurs supérieurs. Donc, c'était très bon que ce soit des laïcs qui s'en occupent. Les laïcs, effectivement, ont les mains un peu plus libres sur cette question. En juin 1925, c'est le maire de San Giovanni Rotondo, Morcaldi, qui envoie une supplique au cardinal Sbaretti, préfet de la congrégation du concile, pour lui demander une enquête sur la conduite scandaleuse d'une partie des chanoines de San Giovanni Rotondo et de l'évêque de Manfredonia, qui étaient les premiers accusateurs du Padre Pio. Nous demandons seulement la justice, concluait Morcaldi. Veuille votre éminence ordonner une enquête pour contrôler si ce que nous disons est la vérité. À cela s'ajoute que Emanuele Brunato, lui, va aller plus loin aussi. Avec l'aide discrète de l'évêque de Bovino, dont nous avons parlé, il rassemble un volumineux dossier de documents et de témoignages contre les chanoines, les accusateurs et leur évêque. Il apporte des preuves de concubinage, de simonie et de calomnie à l'encontre des chanoines Michio, Paladino, de Nitis, l'archiprêtre Principe, vous allez voir qu'est-ce qu'il a fait, et de Monseigneur Gagliardi. Et un autre dossier en faveur de Padre Pio a été constitué. Et avec ces documents, il va à Rome. Et il rencontre, grâce à quelques appuis, dont le prêtre Don Orione, qui aujourd'hui est béatifié, il rencontre le cardinal Méry del Val, secrétaire du Saint-Office, qui dirige donc la congrégation du Saint-Office, le cardinal Gaspari, secrétaire d'État, cardinal Pompili, vicaire de sa sainteté, cardinal Sbaretti, préfet de la congrégation du concile, cardinal Delay, préfet de la congrégation du consistoire, cardinal Lega, préfet de la congrégation des sacrements, cardinal Van Rossum, préfet de la congrégation des Propaganda Fide, et le cardinal Silli, préfet du tribunal de la signature apostolique. Ça, c'est très important parce qu'en plus de ça, ce dernier, le cardinal Silli, va être un appui du Padre Pio. La documentation abondante rassemblée par Brunato et Monseigneur Cucarollo, qui est donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'évêque de la Bovino, qui est dans la région de la préfecture de Foggia, cette documentation appelait au moins une enquête sérieuse, c'est-à-dire une visite apostolique qui interroge les témoins, qui interroge les accusés, qui interroge les accusateurs, rassemble les éléments, etc., de manière à ce qu'il y ait un jugement ferme et définitif sur l'affaire. Mais, évidemment, le personnage le principal et le plus compromis, Monseigneur Gagliardi, ordinaire de Manfredonia, lui, il est une difficulté colossale, puisque il fait jouer ses pouvoirs législatifs et judiciaires d'évêque et du lieu du capucin. Mais il y a dans ces cardinaux des cardinaux très hostiles. Ceci dit, la décision a été prise 1 an et demi plus tard. Elle a tardé beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des hostilités.
Mais vous allez voir qu'il y a eu des faits qui ont fait changer les choses. Maria Di Maggio, une femme, était pénitente du Padre Pio. Et elle s'est confessée, et elle a confessé une chose gravissime. Mais on le sait parce qu'elle a fait une lettre après. Elle avait été la maîtresse de l'archiprêtre Principe, qui est un des 5 plus grands calomniateurs à San Giovanni del Tondo du Padre Pio. Sur les injonctions répétées du Padre Pio, elle a fini par rompre avec ce prêtre. Mais évidemment, pour le dossier d'accusation d'Emanuele Brunato, elle avait signé une déclaration écrite sur les faits. Et là, le père Principe l'avait appris et l'a menacé ouvertement. Un autre accusé, c'était le chanoine Micho, dont on a déjà parlé. Il s'est vanté auprès des familiers, la famille du Padre Pio, d'avoir fait un livre sur le Padre Pio, terrible, qui ferait scandale, mais pour retirer le manuscrit, il demandait une somme d'argent. Donc c'est un maître chanteur. Et un des frères du Padre Pio, Michele Forgione, a vendu une de ses terres et remis l'argent, sans que le Padre Pio ne le sache. Et tout de même, là, l'affaire prenait un tour criminel. Donc, le chanoine a été dénoncé, il est arrêté en novembre 25, en 26, il est condamné à 3 mois de prison, il fait appel, en 29, la cour d'appel de Bari aggrave la peine à 26 mois de prison, il fait un pourvoi en cassation, et la cour de cassation confirme le jugement. Il est donc condamné à payer une somme d'argent, mais surtout, il est condamné à presque 1 an et demi de prison. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il se passe d'abord qu'il implore la grâce du ministre de la Justice qui refuse. Mais c'est le Padre Pio qui a été au courant et qui a imploré au ministre de la Justice et ensuite au roi Victor Emmanuel III la grâce du père Micho. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Là, on voit la pureté d'intention du Padre Pio, c'est quelque chose de phénoménal. Donc, voilà que l'affaire Micho fait du bruit, et Brunato emploie des moyens plus radicaux encore. Il fait un livre, il le met sur la place publique, et le 21 avril 1926, sous un pseudonyme, Brunato publie un livre qui s'appelle Padre Pio da Pietrelcina, où d'un côté il dénonce les agissements de Monseigneur Gagliardi, des chanoines de San Giovanni Rotondo et du père Gemelli, et de l'autre côté il montre que le portrait du Padre Pio n'est pas ce qu'on lui a fait. Mais le Vatican fait acheter tous les volumes qu'il trouve et il essaye de limiter beaucoup cela. Personne ne fait de reproches sur la foi et la morale du Padre Pio, mais le livre est interdit tout de même. Personne ne peut l'imprimer, ni le lire, ni le posséder, ni le vendre, ni le traduire en une autre langue, ni faire de communiqué de quelque manière que ce soit. C'est le blackout total sur ce livre. Ceci dit, ça a été connu quand même. Et là, ça commence à chauffer pour l'évêque de Monfalcone et pour les moines, pour les chanoines accusateurs du Padre Pio à San Giovanni Rotondo. Mais l'évêque, face à cela, l'évêque de Monfalcone sollicite le préfet de Foggia contre le couvent de San Giovanni, dans lequel l'évêque demande que des mesures d'ordre public soient prises afin d'en terminer administrativement avec ce tapage indigne, pire même, honteux, sacrilège, irreligieux et immoral qui dure depuis 8 ans. Vous voyez, quand il commence, il arrive là, loin comme tout, à mentir, c'est affreux, bien. Mais 2 chanoines du pays, Don Novelli et Don Morcaldi, appuient le Padre Pio et viennent en cortège avec leurs ouailles lors d'une fête devant le couvent. Monseigneur Gagliardi, qu'est-ce qu'il fait? Il leur ôte sur le champ le pouvoir de confesser. Donc il y a 2 parties, vous voyez, où les
les esprits se radicalisent de plus en plus, et il y a d'un côté la vérité, de l'autre l'erreur, d'un côté le bien, de l'autre côté le mal, d'un côté les grâces de Dieu, et de l'autre côté le péché. Le mystère d'iniquité, c'est exactement cela. Pourquoi une âme prend une position mauvaise comme celle-là? Bon. Prions pour que nous ne fassions absolument pas la même chose, n'est-ce pas? Bien. Le fait est que la commission du Saint-Office s'est réunie, le cardinal Silly est présent, en présence du Padre Pio, et finalement, on va songer à prendre une sanction gravissime, la suspensa divinis, c'est-à-dire suspendre le Padre Pio de son pouvoir de dire la messe. En public, etc., confesser les fidèles, dispenser les autres sacrements. Mais ça, c'est lors d'une réunion, et le pape est présent, une réunion au Saint-Office. Mais je vous avais dit que le Padre Pio était passé souvent au Saint-Office en bilocation. Eh bien là, il va se passer quelque chose d'ahurissant. On est en 26 octobre, le 26 octobre 66, c'est quelqu'un qui rapporte la déposition d'un prêtre de l'ordre des Minimes de Saint-François de Paul. Et il tenait le fait de la comtesse Silly, belle-sœur du cardinal Silly, donc qui est présent. Dans cette réunion, où on va décider la suspensa divinis du Padre Pio, on voit entrer un frère capucin avec les mains croisées dans les manches de sa robe et qui semblait avoir un pas claudiquant, mais décidé. Le frère alla directement devant le pape et sans qu'aucune des personnes présentes n'ait pu l'arrêter ou l'interroger, il s'agenouilla aux pieds du Saint-Père, lui baisa les pieds et le supplia en ces termes. « Sainteté, pour le bien de l'Église, ne permettez pas cela. » Il demanda à être béni, baisa de nouveau les pieds du Saint-Père, se releva avec assurance et se dirigea vers la sortie. Les cardinaux présents étaient stupéfaits. Certains avaient peut-être reconnu le Padre Pio. Et ils se sont inquiétés de qui venait d'entrer et de sortir ainsi. Certains sont sortis de la salle pour questionner les gardes. Et les gardes disent qu'ils n'ont vu entrer ni sortir personne. Alors on évoque la possibilité d'un nouveau prodige du Padre Pio. Le pape lève aussitôt la séance, ordonne à chacun de ne pas divulguer l'incident. Il demande en outre au cardinal Silly de se rendre immédiatement à San Giovanni Rotondo pour savoir si le Padre Pio avait quitté récemment son couvent. Sur place, les supérieurs et les confrères du Padre Pio assurèrent au cardinal que depuis les premières décisions du Saint-Office 4 ans avant, il n'était jamais sorti du couvent. Donc cette bilocation absolument étonnante, après l'affaire Michio et la publication de 2 livres, même de la part des fidèles du Padre Pio, et cela certainement a incité les ecclésiastiques, les autorités ecclésiastiques à ordonner enfin la visite apostolique réclamée par les défenseurs du Padre. Le fait est que le 1er janvier 1927, 2 cardinaux, Sbaletti, préfet de la congrégation du Concile, chargé de la discipline ecclésiastique, ordonnait à Monseigneur Bevilacqua du vicariat de Rome d'enquêter sur les chanoines scandaleux de San Giovanni Rotondo. Eh bien, nous allons arrêter ici parce que cela fait une longue séance aujourd'hui, mais vous voyez comment le Padre Pio a été défendu et que la vérité commence à sortir. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais au moins les autorités romaines ont demandé une enquête sérieuse. Chers amis, je vous prie de mettre votre like, de partager cette vidéo. Ensuite, n'oubliez pas de vous abonner, d'actionner la clochette et enfin de laisser vos commentaires, s'il vous plaît, au bas de cette vidéo pour savoir si vous voulez vous aimeriez en général qu'on continue ce genre de choses. Et je vous dis à très bientôt, donc, avec la bénédiction du Padre Pio, que je vous souhaite abondante et généreuse, bien sûr, elle l'est. Et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.